Mais mon con, c'est justement parce que tu bascules pas sur tes acides gras stockés que ta cétonémie chute. J'aimerais savoir qui. I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiverne. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui. Pas l'hiverne. Pas l'hiverne. Dans cette vidéo, on va parler d'adaptation. Je vais vous parler des 8 éléments majeurs qui font que vous ne vous adaptez pas ou que vous n'avez pas la qualité d'adaptation que vous souhaitez. Et je vais prendre mon temps dans cette vidéo parce que j'ai envie. Déjà, je trouve que je vais trop vite. J'ai toujours cette espèce de pression de me dire non mais il faut que ça aille vite parce que sinon les gens ils vont s'ennuyer. Et je sais que c'est pas la mode aujourd'hui de faire des vidéos longues. Je sais que c'est mieux de faire des shorts sur TikTok. Mais écoutez, je pense que les shorts sur TikTok c'est pas vraiment le format pour comprendre son métabolisme et l'adaptation. Et dans le fond, si vous n'avez que 2 minutes 30 à consacrer à la compréhension de votre métabolisme, faudra pas vous étonner après d'avoir les résultats proportionnel à ces 2 minutes 30. Bref, le sujet de la céto-adaptation, c'est pas un sujet nouveau sur ma chaîne, mais c'était important pour moi de le traiter parce que, à mon avis, il y a plus de gens que ce qu'on peut penser qui sont concernés par ça. Bon, premièrement, il y a les personnes qui arrivent dans la diète cétogène et qui ont besoin de comprendre leur adaptation et pourquoi ils s'adaptent pas. Et c'est vrai que même s'il y en a moins qu'avant, parce que c'est moins la mode, le cétogène qu'en 2020, il y en a quand même et c'est aussi bien que je fasse des vidéos pour les gens qui commencent. Mais ça va concerner aussi les gens qui ont commencé depuis un certain temps et qui se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à s'adapter et qui comprennent pas pourquoi et c'est important pour eux qu'ils sachent. Et puis aussi, il y a les personnes qui sont adaptées mais pas au degré qu'ils souhaiteraient, c'est-à-dire qu'ils ont un degré d'adaptation qui est là mais qui est pas solide, qui est pas profond et qui leur donne pas les bénéfices qu'ils voudraient et parmi ces bénéfices la perte de poids mais pas que. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Si vous vous retrouvez dans un de ces cas de figure ou juste si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à laisser un like à cette vidéo. Je vais commencer à dire tout de suite que quand je parle d'adaptation ou céto-adaptation, je ne parle pas de perte de poids. En fait, il faut arrêter de corréler ces deux choses complètement. C'est pas parce que vous perdez du poids que vous êtes céto-adapté, certainement pas. Et comme je l'ai dit des milliards de fois, on peut perdre du poids en faisant Weight Watchers ou en mangeant des Kinder Bueno et ça n'a rien à voir avec l'adaptation. Donc le fait que vous perdiez du poids n'est pas une preuve que vous êtes céto-adapté. Et à l'inverse, vous pouvez être en train de vous adapter et prendre du poids. La phase d'adaptation, c'est souvent un moment où justement on prend du poids. Parce qu'on augmente les matières grasses dans le but de réapprendre à la machine à faire le travail. Sauf que la machine, elle n'est pas encore flexible, elle n'est pas encore très efficace, donc on prend du poids. Ce n'est pas mauvais signe de prendre du poids, ça ne veut pas dire que vous faites mal les choses, et ça ne veut surtout pas dire que vous n'êtes pas adapté. Et à l'inverse, le fait d'en perdre n'est pas une preuve que vous êtes adapté. Maintenant, rétablissons quand même les choses. Si vous avez du poids à perdre et que vous faites les choses correctement et que vous êtes bien céto-adapté, évidemment, vous allez brûler du gras et perdre du poids. Mais quand on commence, et surtout au début en phase d'adaptation, le fait de perdre du poids ou d'en prendre n'est une preuve de rien. Maintenant que c'est dit, passons aux 8 choses qui peuvent faire que vous n'arrivez pas à vous adapter. La première, excusez-moi d'avance si je vous semble désagréable, c'est que vous n'interprétez pas correctement vos taux et je ne vous jette pas la pierre parce que vraiment on voit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est même la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que ça m'exaspère vraiment la désinformation. Alors c'est vrai que pendant un moment, la passion des gens c'était de dire que ça servait à rien de suivre leur taux sanguin. Vous avez des gens même comme Ulrich et Nelly, qui vendent des formations, mais qui disent aux gens de ne pas s'embarrasser, je cite, d'un lecteur de glycémie. Donc, on vérifie pas si le corps suit, on s'en fiche, tout ce qui compte c'est la perte de poids, super. Et puis pendant cette période, il y avait plein de gens qui s'amusaient à m'appeler Super Gestapo parce que je disais aux gens de suivre leur glycémie, etc. Et puis, bon, maintenant que les gens ont compris que quand même c'était plus ou moins une étape obligée pour comprendre son adaptation d'avoir un lecteur de glycémie, on voit n'importe quoi sur les taux sanguins. Et notamment, après une grosse phase de n'importe quoi sur la glycémie, maintenant c'est le grand n'importe quoi sur la cétonémie. Donc, que les choses soient claires. Quand vous êtes en phase d'adaptation, votre cétonémie au début va être hésitante. Mais rapidement, si vous faites correctement les choses, disons au bout de 4 semaines, vous devez avoir une cétonémie qui va se mettre entre 1,7 et 3. Entre 1,5 et 3,2 si j'élargis la fourchette. Ok. Si vous êtes en dessous
une ou deux fois de temps en temps, c'est pas grave, mais si vous êtes régulièrement en dessous d'1,5, ça ne va pas. Ça me fait dresser les poils sur la tête de voir sur certains réseaux sociaux, sur certains comptes Instagram, qu'on est en cétose quand on est à 0,5 ou 1 de cétone. Alors oui, stricto sensu, vous êtes en cétose parce que vous produisez des cétones. Même des gens qui mangent des glucides, ils peuvent se retrouver à 0,4, 0,5 de cétonémie le matin. Et ces personnes-là ne sont pas céto-adaptées. Non, 0,5, ça ne suffit pas. Non, 1, ça ne suffit pas. Et même 1,3, 1,4, 1,5, c'est encore trop peu pour nourrir votre métabolisme. Si vous voulez suppléer à l'absence de glucides dans votre alimentation et ne pas venir alimenter les ragots qu'on entend partout que la diète cétogène c'est mauvais pour le métabolisme, s'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège. Il faut vraiment que vous fassiez monter votre cétonémie entre 1,7 et 3. Parce que si vous le faites pas, vous allez mettre votre métabolisme dans une position qui est pas bonne pour lui, dans une position de fight or flight, qui certes peut vous faire perdre du poids au début, mais sur le moyen long terme va causer vraiment beaucoup de problèmes. Et surtout, en fait, quand vous faites ça, vous ne permettez pas à votre métabolisme de se céto-adapter, parce qu'il n'a pas assez. Donc, il va rester majoritairement catabolique, et c'est même pour ça que vous avez une cétonémie un petit peu claquée au sol. Vraiment, préoccupez-vous de vos chiffres, de votre cétonémie, de votre glycémie, ne prenez pas ça à la légère. Donc je sais plus avec qui je parlais l'autre fois, un type qui me dit oui non mais moi en fait quand je mange beaucoup de matière grasse, j'ai une cétonémie qui est élevée, puis dès que je diminue, que je fais du jeûne intermittent, j'ai ma cétonémie qui est beaucoup plus basse. Moi vous vous doutez bien, je le regarde avec un air un petit peu goguenard, et puis je lui dis c'est pas vraiment bon signe, et là il me répond ah non mais c'est parce que je bascule sur mes acides gras stockés. Mais mon con, c'est justement parce que tu bascules pas sur tes acides gras stockés que ta cétonémie chute. En vérité, si quand tu diminues les matières grasses alimentaires, tu basculais vraiment sur tes acides gras stockés, tu dégraderais exactement la même quantité de cétone et donc tu aurais exactement la même cétonémie, à peu de choses près, peut-être un tout petit peu plus basse, mais en tout cas dans la bonne range. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui métaboliquement ne se passe pas. Et ça c'est un degré d'adaptation. Il y a des degrés d'adaptation qui sont... je vous avais dit que j'allais prendre mon temps dans cette vidéo. Le premier degré d'adaptation c'est ok, j'arrive à dégrader mes matières grasses, je fais de l'énergie avec, ça stabilise mes hormones, ça stabilise mon humeur, et c'est un degré, c'est une étape d'adaptation où on peut rester longtemps, hein. Mais c'est encore une étape où quand on baisse les matières grasses, très vite on a envie de sucre, très vite on a moins d'énergie. Ça met un certain temps, et qui est relatif à chacun, avant de réellement pouvoir basculer sur ces acides gras stockés. Et c'est pas les 2 semaines qu'on vous raconte dans les livres. Ça, c'est vraiment de la théorie pour vous foutre des étoiles dans les yeux. Mais moi, ça fait 7 ans que je fais du coaching. Je peux vous dire que ça prend 2 semaines pour personne. Et pourtant, croyez-moi, j'ai vu des personnes avec des pertes de poids spectaculaires. Le dernier en date, Frédéric, si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou. Mais alors qu'il est, tu dois être sur ta voile en train de faire ton tour du monde. Bref, il faut comprendre vos taux sanguins, comprendre ce qu'ils veulent dire. Et si vous avez encore des doutes avec ça et que vous avez besoin que je refasse une vidéo sur ces sujets, il n'y a pas de souci, je peux les faire. Dites-moi si ça vous intéresse, plus la glycémie, plus la cétonémie, les deux. Dites-le moi, je le ferai, mais intéressez-vous à vos taux sanguins parce que si vous ne les interprétez pas correctement, ça va vous amener à l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 2, qui est hyper courante aussi, qui est que vous ne mangez pas assez de matière grasse. Parce que vous estimez qu'une cétonémie à 1, ça suffit, parce qu'on vous a dit que ça suffisait sur les réseaux sociaux, du coup, vous n'allez pas vous prendre en main pour faire changer les choses. Si vous êtes conscient que c'est pas suffisant, si vous êtes conscient que c'est un problème pour votre métabolisme, oui, vous allez peut-être vous sortir les doigts pour vous dire, ok, je fais quelque chose. Et en l'occurrence, 9 fois sur 10, mais je dis mais plus que ça, c'est quasiment 10 fois sur 10, et c'est parce que vous ne mangez pas assez de matière grasse. Ça m'est arrivé quelques fois en coaching, mais vraiment rarissime, de voir des personnes qui réellement mangeaient 200 grammes de matière grasse ajoutée et pourtant avaient la cétonémie qui décollait pas, mais ça je vous en parlerai un peu plus loin dans cette vidéo. Mais la plupart du temps, quand vous faites l'effort de manger des matières grasses, mais la cétonémie elle monte. C'est juste que vous ne le faites pas parce que vous avez peur de grossir. Parce que j'ai été honnête et que je vous ai prévenu, je vous ai dit que c'est ça qui allait se passer, du moins en phase d'adaptation. Et parce que ce que vous voulez c'est une perte de poids tout de suite maintenant, parce que vous êtes très stressé. Et franchement, je vous jette pas la pierre. Parce que on a appris
notre génération en tout cas, on a appris à pas accepter notre corps comme il était, on a appris à avoir peur d'être gros et de l'image que ça renvoyait, et donc c'est très difficile pour nous d'accepter que on commence une diète qui est restrictive et qu'en plus, au lieu de mincir, ben, on est en train de grossir. C'est exactement l'inverse de ce qu'on a appris. Sauf que ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ça devrait vous montrer que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas une de ces diètes à la mode pourrave qui va heurter votre métabolisme. Combien de fois dans votre vie on vous a dit « Ah, bon, tu vas commencer cette diète, mais attention, hein, tu vas grossir au début ». Non. Pourtant, si vous voulez vraiment changer votre métabolisme sur le long terme, si vous voulez vraiment vous guérir vos mitochondries, guérir votre métabolisme, changer, bah, ça passe par une phase où vous risquez de prendre du poids. Et il y a beaucoup de gens qui veulent pas le faire parce qu'ils sont dans l'urgence de vouloir maigrir. Mais l'urgence de vouloir maigrir aujourd'hui, c'est ce qui va vous amener dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, à être face au même problème tout le temps et toute votre vie. Donc je vous invite à dépasser ça, même si c'est dur, et à faire l'effort d'augmenter vos matières grasses. Et puis, dans le fond, même si c'est la recommandation que moi j'ai donnée, vous n'êtes pas obligé de monter à 200 grammes. Ce que vous pouvez faire, si vous avez vraiment peur, c'est augmenter graduellement, passer par exemple de 120 à 140, puis de 140 à 160, et monter graduellement, comme ça, semaine après semaine, jusqu'à arriver au moment où ça vous stabilise vos taux. Et si ça se trouve pour vous, ça se passera à 180, ou si ça se trouve pour vous, ça se passera à 170, et si ça se trouve c'est 220. Faites votre expérience pour arriver là où ça vous donne des résultats. Et j'en profite pour dire dans cette catégorie sur les matières grasses, que une des raisons aussi qui font que vous ne vous adaptez pas, c'est que vous choisissez mal vos matières grasses. Je l'ai déjà expliqué un certain nombre de fois, mais je vais le redire. Le processus de l'adaptation, c'est un espèce de continuum, c'est-à-dire que vous allez consommer des matières grasses alimentaires que votre corps va essayer de dégrader, et puis ensuite, il va passer sur ces matières grasses stockées. Et ça, c'est un degré d'adaptation. Mais pour faciliter en fait ce continuum, il faut utiliser des matières grasses qui ressemblent à celles qui sont stockées en nous. Et en fait, les matières grasses qui sont stockées en nous, ce sont majoritairement des saturés et des monoinsaturés. Et cette composition saturée monoinsaturée, on la retrouve où ? Bah, on la retrouve dans les graisses animales. Donc, on la retrouve dans la graisse de porc, on la retrouve dans la graisse de bœuf, on la retrouve dans la graisse de canard, on la retrouve dans le beurre. C'est ces matières grasses-là qu'il faut favoriser. Moi, je suis grand fan des MCT, de la poudre MCT, de la crème MCT, parce que c'est agréable à consommer, mais c'est pas l'essentiel de ma diète. Et parfois, je vois arriver des personnes en coaching qui me décortiquent ce qu'elles mangent, et je vois que bah, y a, avec le petit déjeuner, il y a tant d'MCT, et avec le midi, il y a tant d'MCT. Et en fait, c'est les seules matières grasses qu'ils mettent, c'est des MCT. Et aussi fan que je sois des MCT, je vais vous le dire, ça fera pas votre adaptation. À moins que vous soyez pété de thunes, franchement, si vous faites ça, vous allez vous ruiner en plus, parce que c'est pas gratos les MCT. Et avec tout le gras qu'on a besoin de consommer dans une journée, si vous faites tout aux MCT, ça va être un budget. Donc, le gros de matière grasse, c'est ça, c'est le beurre, c'est le saindoux, c'est ces graisses animales qui sont les meilleures pour réguler vos hormones, qui sont le mieux brûlées par vos mitochondries, qui ressemblent le plus à la graisse qui est stockée en vous et qui est donc la plus métaboliquement viable. Et c'est comme ça qu'on fait son adaptation. Troisième raison qui fait que vous ne vous adaptez pas, c'est que vous faites votre diète avec une appli au lieu de la faire avec votre cerveau. Je suis désolée, mais la technologie, c'est supposé être au service de l'homme et pas l'inverse. Ça n'est pas à vous d'être asservi à la technologie. Je suis d'accord que la diète cétogène, c'est une diète qui est compliquée parce qu'il faut faire attention aux macros et que c'est assez précis, mais vous ne pouvez tout simplement pas vous fier à une appli pour la faire parce qu'en fait, c'est une diète qui nécessite de comprendre un minimum le métabolisme. Moi, je considère que c'est miraculeux pour le métabolisme, sinon je ne resterais pas à faire ça pendant 7 ans. Mais il faut être conscient que si vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous allez faire n'importe quoi. Il faut que vous compreniez le sens de ce que vous faites, et ça, l'appli ne peut pas le faire à votre place. L'appli ne peut pas réfléchir à votre place. Vous pouvez vous en servir comme d'un outil
dans le sens où si vous avez peur de dépasser vos glucides, si vous avez peur de dépasser vos protéines, c'est sûr, l'appli c'est un très bon outil. Mais si vous écoutez l'appli, vous allez jamais manger assez de gras, vous allez jamais manger assez, déjà juste en calories, et vous ne comprendrez pas que la diète cétogène et le métabolisme, c'est pas une histoire de calories. La notion des calories, j'en ai parlé des milliards de fois, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est juste qu'elle est subordonnée à votre équilibre hormonal, elle est subordonnée à la santé de vos mitochondries, et pas l'inverse. Ça n'a aucun sens de faire une diète cétogène si vous comptez les calories, parce que vous n'arriverez jamais à manger assez de gras, vous n'arriverez jamais à vous céto-adapter, et vous allez zoner comme ça indéfiniment dans une zone où métaboliquement il ne se passe rien. Donc apprenez à comprendre ce qui se passe et à composer votre diète, et aidez-vous éventuellement d'une appli pour là où vous n'êtes pas à l'aise, sur les protéines notamment. Moi j'ai toujours utilisé les applis pour vérifier mes protéines et mes glucides, du moins au début. Quatrième raison qui fait que vous ne vous adaptez pas, c'est que vous ne dormez pas comme il faut. Et c'est toujours un sujet où y a toujours un petit chapitre dans les livres qui vous dit le sommeil c'est très important. En fait c'est toujours un minuscule chapitre où on vous donne ni les critères pour vérifier que vous avez un sommeil correct, ni ce qu'il faut mettre en place de manière pratico-pratique pour avoir un bon sommeil. Et pour moi, clairement, dire oui, le sommeil c'est important, mais pas le traiter ou le traiter vite fait en 2-3 lignes à la fin d'un chapitre, c'est dire je l'ai dit pour me donner bonne conscience, mais en fait, dans l'esprit de celui qui me lit, c'est pas important. Alors qu'en fait, c'est déterminant. Si vous avez les hormones en vrac, si vous avez un organe à réparer, vous avez besoin de réparer votre foie, vous avez besoin de réparer vos intestins, vous avez besoin de réparer les reins, la thyroïde ou que sais-je encore, c'est pas dans la journée que ça va se passer, c'est la nuit. Bon, imaginez que votre corps, c'est un chirurgien qui va avoir besoin de faire une opération du myocarde. Vous vous doutez bien que pour faire cette opération, il va pas aller s'installer au PMU du coin. Parce qu'au PMU, il y a du bruit, il y a la télé, il y a des EMF, il y a des gens qui sont là et qui jouent avec leur téléphone, c'est sale, il y a de l'alcool. Bon, les conditions sont pas réunies pour faire le taf. Non, pour aller faire son truc, il va se mettre dans une pièce à part, où il n'y a pas de bruit, où il y a juste les gens compétents pour faire le taf, et où on n'est pas dérangé. Mais en fait, pour votre corps, c'est la même chose. C'est pas la journée qu'on fait la réparation, parce que dans la journée on est très catabolique, on utilise les différentes fonctions. C'est la nuit, quand tout est au repos, quand on retrouve notre balance homéostatique et quand on va en sommeil profond, que l'on peut faire ces opérations de réparation. Si vous n'allez pas en sommeil profond ou pas assez longtemps, ça va pas se passer non plus. Si pour une raison X ou Y, dérèglement du cortisol, bruit autour de vous, personne qui ronfle, lumière ou autre, ou parce que vous avez fait n'importe quoi dans la journée avec votre rythme circadien, vous n'allez pas en sommeil profond, que vous restez en sommeil léger, ça pourra pas se faire non plus. Vous avez besoin de retrouver votre balance homéostatique la nuit, vous avez besoin d'aller en sommeil profond pour tout ce qui est, comme je l'ai dit, réparation des organes, rééquilibrage des hormones, détoxification des organes, perte de poids, parce que c'est là que ça se fait, et céto-adaptation. Parce que ce réapprentissage d'utiliser des matières grasses plutôt que du sucre, il se fait majoritairement la nuit, pendant que vous retrouvez votre balance homéostatique. Donc vous avez besoin du sommeil, c'est un de vos outils principaux. Et moi, c'est vrai que pendant longtemps, j'avais conscience de ça, mais je pensais que faire attention à son sommeil, c'était faire attention au moment de la nuit. C'est-à-dire que je faisais attention que ça soit noir, donc qu'il n'y ait pas de petite lumière, qu'il fasse assez froid, qu'il n'y ait pas de bruit. Donc j'avais dit à mon copain de l'époque, écoute, moi je vais aller dormir dans le salon parce qu'il faut que je fasse mon adaptation. Mais je me rendais pas compte qu'en fait la qualité de la nuit commence le matin. Et je me rendais pas compte que ce qui est encore plus déterminant dans le fait qu'on puisse aller en sommeil profond, et dans le fait qu'on puisse retrouver cette balance homéostatique, c'est le rythme circadien. C'est-à-dire, est-ce que j'ai vu le lever de soleil? Est-ce que j'ai vu des UVA? Est-ce que quand il y en a, j'ai vu des UVB? Est-ce que j'ai passé assez de temps dehors? Est-ce que je me suis protégée des lumières bleues quand c'était important de s'en protéger? C'est pour ça que vous me voyez sans cesse vous parler de ces lunettes-là. Parce que pour moi, ma qualité de sommeil aujourd'hui, c'est devenu primordial. Ça l'est encore plus en phase d'adaptation, mais ça le sera toujours. Donc j'utilise ces lunettes-là pour la journée et j'utilise ces lunettes-là principalement pour le soir. Et je voulais vous dire au passage que parmi toutes les lunettes anti-lumière bleue qui existent, vous avez certainement remarqué que celles-ci, les Viva Rays pour le jour,
sont un peu plus claires que les autres. Elles sont pas aussi jaunes que celles de IMR Tech par exemple, ou celles de Ra Optics ou d'autres marques qui sont bien aussi. C'est parce qu'elles ne bloquent pas tout le bleu. Parce que la philosophie de Viva Rays, c'est de dire ok, mais dans la journée, dans la nature, du bleu il y en a. On veut pas bloquer tout le bleu, mais on veut équilibrer le spectre. Donc on veut laisser un peu de bleu, un peu de vert, enfin on veut équilibrer. Mais certaines personnes qui vont être dans des environnements très 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 chargés en lumière bleue peuvent avoir besoin à certains moments de bloquer tout le bleu. Donc en fait, quand vous choisissez vos lunettes, faut voir aussi avec votre contexte. On n'a pas tous besoin des mêmes lunettes. Moi je préfère celle-ci parce que aussi je suis dans un contexte où je peux mitiger mon exposition aux lumières bleues et que j'arrive à faire des alternances de je fais de l'ordinateur, j'ai du bleu, puis je sors, puis c'est vrai que chez moi je contrôle beaucoup les lumières donc je suis pas trop exposée à du bleu. Dès que la nuit est tombée, j'utilise celle-ci et le matin avant que le soleil se lève, j'utilise celle-ci. Donc moi je m'en sors très très bien avec les Viva Rays et ça reste ma marque préférée sur le sujet. Je pense que c'est vraiment un outil capital parce que vraiment le sommeil c'est pas juste la nuit, ça commence avec ce que vous faites le matin. D'ailleurs, votre synthèse de mélatonine, elle commence dès le matin avec les premières UVA. Donc c'est bien le signe qu'en fait, c'est dans la journée qu'on prépare la qualité de sa nuit. Cinquième chose qui fait que vous ne vous adaptez pas et qui est directement en lien avec ça, c'est que vous buvez du café. Même si vous faites partie des gens qui n'en boivent qu'un seul le matin, boire un café le matin, ça suffit à causer les dérèglements que je vais vous dire. Alors vous le savez, parce que je l'ai dit des milliards de fois, que la caféine vient perturber votre production de cortisol, et que ça va vous rendre catabolique, et que ça va foutre la merde au niveau hormonal, et que ça va foutre la merde avec la glycémie. Mais la caféine aussi se loge dans les récepteurs de l'adénosine, et en fait l'adénosine c'est une molécule qui doit réguler aussi votre énergie dans la journée, votre calme dans la journée, votre humeur dans la journée. Donc la caféine bloque les récepteurs d'adénosine. Mais pendant ce temps-là, le corps continue d'en produire. Et quand la caféine commence à reculer et à s'enlever des récepteurs, et ben toute l'adénosine qui s'est accumulée va venir envahir les récepteurs d'adénosine, ce qui va venir complètement perturber votre niveau d'énergie, votre humeur, ça va affecter les hormones de l'humeur comme la dopamine et la sérotonine, ça affecte beaucoup plus de systèmes que vous croyez dans l'organisme, ça affecte également la tyrosine, et puis surtout ça masque votre niveau réel d'énergie. Donc on voit des gens qui disent ah oui, je me sens en super forme, j'ai de l'énergie depuis que je suis en keto, etc. Mais on s'aperçoit que c'est des personnes qui boivent 4 cafés par jour. Si on leur enlève leur 4 cafés par jour, je voudrais bien voir quel est leur réel niveau d'énergie. Et ça c'est important parce que l'énergie c'est un marqueur d'adaptation. En général ce profil-là, c'est le profil qui a drastiquement enlevé les glucides mais qui n'a pas mis assez de matière grasse et qui boit du café, qui est euphorisé par le fait de perdre du poids, donc il ne se rend pas compte qu'il se passe des choses qui sont embêtantes sur le plan métabolique, et qui ne se rend pas compte qu'il est en train d'aller dans le mur. Et si cette personne avait enlevé la caféine, au moins elle aurait senti que le niveau d'énergie est éclaté et qu'il y a certainement quelque chose à faire puisque l'énergie est un marqueur d'adaptation. Sixième élément qui fait que vous ne vous adaptez pas ou pas assez bien, c'est que vous ne faites pas attention à vos minéraux. Et faire attention à ces minéraux, ce n'est absolument pas d'acheter le mix électrolyte vendu chez X ou Y marque, puisque chaque marque fait son mix. Qu'on se le dise de vous à moi, ces mix d'électrolytes, ce sont des poubelles. Même si GoKeto, qui est une marque que j'aime beaucoup, et avec qui je travaille en fait, je suis obligée de le dire, ces électrolytes, ce sont des poubelles. Ne les achetez pas, et même quand on vous les offre en gratuit, ne les prenez pas. Parce que ce sont des formes de minéraux qui ne sont pas absorbables, ce ne sont pas forcément les minéraux dont vous avez besoin, on vous a mis un mélange aléatoire, selon je ne sais quel algorithme, rien ne vous dit que vous n'êtes pas en train de prendre un des oligo-éléments que vous avez déjà en surplus et inversement. En fait, c'est... Heureusement que c'est pas absorbable, parce que si c'était absorbable, ça ferait pire, ça ferait peut-être plus de dégâts que ce que ça en fait actuellement. À l'heure actuelle, tels qu'ils sont formulés, ça vous fait juste perdre votre argent, mais voilà, c'est pas comme ça qu'on s'occupe de réguler son équilibre de minéraux. Pourquoi c'est important ?
Parce que vos mitochondries, qui sont responsables de votre qualité d'adaptation, puisque c'est elles qui transforment les nutriments en énergie, ont besoin pour fonctionner d'un contexte d'ions positifs et négatifs qui soit équilibré. Et pour faire ça, on a besoin d'équilibrer la triade fort connue, sodium, magnésium et potassium. Vraiment, même encore maintenant, alors que j'ai fait 3 tonnes de vidéos là-dessus, il y a encore des gens qui arrivent en coaching et qui disent oui, j'ai fait 6 mois de keto et qui disent non, je sale bien mes plats. Non, vous pouvez pas faire ça. Enfin, vous pouvez, mais ça aura des conséquences sur votre adaptation. Et c'est pas pour rien que tu arrives en coaching aujourd'hui. Si vous voulez une bonne adaptation, mettez-le bien votre corps, mettez-le bien, mettez-le dans des conditions qui sont bien pour lui, pour que vos mitochondries, c'est pas rien ce qu'elles sont en train de faire comme boulot, vos cellules non plus, vos organes non plus, donc mettez-les bien. Et comment vous les mettez bien ? En leur apportant une hydratation de qualité. Filtrez votre eau et reminéralisez-la. L'eau de Quinton, c'est une très bonne manière de reminéraliser son eau. C'est pas suffisant, je pense, en phase d'adaptation, mais si vous êtes déjà adapté, c'est quand même une bonne chose. Moi, je pense que le basique, c'est d'avoir au moins une prise de sel additionnelle dans la journée, c'est-à-dire au moins une fois par jour vous mettez une demi-cuillère à café de sel dans une bouteille et vous buvez, voire une, et vous renouvelez si vous avez des symptômes genre des chutes de tension, des maux de tête, des nausées qui sont bizarres, des crampes, etc. Vous devez avoir un bon magnésium, et ça j'en démordrai jamais. Il y a des gens qui disent oui, mes ancêtres ils prenaient pas de magnésium. Oui, nos ancêtres ils avaient pas des sols complètement dénutris, ils vivaient pas du tout comme on vit aujourd'hui. Tant que vous ferez une diète low carb, l'insuline que vous ne produisez plus va vous faire relâcher l'eau et les minéraux, et vous n'aurez plus assez de magnésium. Quelqu'un qui mange des glucides, c'est facile, il a de l'insuline qui va lui retenir le magnésium dans les tissus. C'est pas une bonne chose en soi, mais pour le magnésium, c'est presque une aide. Bref, il vous faut un bon magnésium à hauteur de 350-400 mg par jour, sous une forme qui soit absorbable. Donc vous savez, je vous parle tout le temps de bisglycinate, de malate et de glycérophosphate, et je vous conseille soit de prendre un complexe de ces 3, comme celui que moi j'achète chez Nutri & Co, soit de prendre une de ces formes et d'alterner. Prenez un coup un bisglycinate, un coup un malate, un coup un glycérophosphate, et tournez comme ça pour ne pas saturer vos canaux d'absorption. Et si vous ne digérez aucune de ces formes, parce que ça arrive, prenez un magnésium transcutané. Donc une lotion qui s'applique sur la peau. Alors la difficulté avec ce genre de lotion, c'est que c'est dur de gérer le dosage et que c'est un peu pénible à appliquer, mais si vous ne digérez rien, c'est quand même une bonne solution aussi. Et pour le potassium, qui est le plus compliqué des 3, veillez à avoir toujours des aliments qui sont riches en potassium, donc toujours un avocat, et si vous n'avez pas des algues, du tartare d'algues, ou même des herbes aromatiques, ou des pousses d'épinards. Et puis pour ceux qui font des diètes carnivores, c'est compliqué, mais vous en trouverez un petit peu dans les abats, et vous pourrez peut-être éventuellement prendre des petits dosages de potassium citrate, 100 g le matin, 100 g le soir, pour essayer d'équilibrer ça. Mais c'est une bonne balance de minéraux qui vous permettra de mettre vos cellules, vos organes et vos mitochondries dans le contexte idéal pour l'adaptation. 7e raison qui fait que vous ne vous adaptez pas, c'est que vous avez des addictions alimentaires dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, et vous consommez des produits keto, des gâteaux keto, des chocolats keto, des substituts comme ça keto de vos addictions du passé, qui empêche votre métabolisme de changer. Et je sais que c'est pas facile ces histoires d'addiction. Des fois j'ai en coaching des personnes qui ont commencé le cétogène tout seul en achetant tous leurs produits chez Délice Low Carb ou All My Keto, et du coup ils consomment du petit pain keto le matin, et puis des tortillas keto à midi avec un petit brownie keto en dessert, et puis un chocolat keto au goûter. Et ça continue comme ça toute la journée. Il n'y a rien qui a changé dans leur diète. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont changé de boutique. Rien n'a changé dans le cerveau. Et parce que vous continuez à manger des produits qui font appel à un goût sucré, ou qui font appel à des choses addictives, et bien votre cerveau continue à être addicté au sucre. Et comme souvent, les mêmes personnes qui consomment ces produits-là sont aussi celles qui ne mettent pas du tout de matière grasse dans leur alimentation,
ben leur corps a pas assez de gras, il a pas assez d'énergie, il a pas assez de carburant, donc il panique et du coup il va faire appel à ses anciennes addictions qui sont celles du sucre. Parce qu'il a pas vraiment appris à dégrader du gras, ben c'est toujours le réflexe du sucre qui revient. Et au final, sur le plan métabolique, même si vous n'avez pas consommé de sucre, vous restez glucogénique. Vous continuez à faire de la néoglucogénèse, vous continuez à dégrader des acides aminés bien plus que ce que vous devriez faire dans la journée. Le soir, vous n'êtes pas anabolique parce que vous n'allez pas en sommeil profond, vous restez catabolique, vous ne réparez pas vos organes, vous ne retrouvez pas votre balance homéostatique. Et en fait, ces addictions alimentaires, elles vous font rester dans un schéma qui vous rend glucogénique et qui ne favorise pas l'adaptation. La seule façon de sortir de ça, et c'est pas facile, la seule façon de sortir de ça, c'est de mettre énormément de matière grasse, de saturer totalement votre satiété et que votre cerveau comprenne qu'il y a à manger, il y a plus qu'il n'en faut, il faut s'occuper de ces matières grasses, il faut apprendre à dégrader ces matières grasses et quand vous faites ça, il n'a pas le temps et même pas l'envie de faire appel aux anciennes addictions de sucre. Pour certaines personnes, et surtout celles qui ont de la candidose, c'est parfois même nécessaire de faire une phase de sevrage total du goût du sucre. Je le fais pour certaines personnes, c'est-à-dire que pendant le premier mois, on met même pas de stevia, on met vraiment plus rien qui a un goût sucré pour laisser l'opportunité aux papilles de changer, pour laisser au corps l'opportunité de se sevrer de cette addiction. On pourra, une fois que l'adaptation est lancée, réintroduire des recettes, réintroduire des choses qui ont un goût sucré. Enfin, je veux dire, je suis pas un monstre, vous m'avez déjà vu dans mes vlogs ou dans mes recettes, vous proposez des recettes au goût sucré, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et que c'est important, surtout si vous voulez vraiment lancer votre adaptation, d'arrêter avec ces produits-là. Alors, en plus de ça, ces produits keto, des low carb, all keto et consorts, ils ont des compositions catastrophiques. C'est bourré de sucre d'alcool, de gluten ou de protéines, de céréales qui sont catastrophiques pour l'intestin, qui sont... Enfin, vraiment, vous voulez pas manger ça. C'est pas ça, faire une diète cétogène. Donc, vraiment, débarrassez-vous de ces addictions-là. Servez-vous de ces produits-là pour des exceptions, pour des occasions. Mais ça doit pas être dans votre quotidien, sinon vous mangez toujours ça au détriment de choses qui sont denses nutritionnellement et qui auraient bien plus aidé votre corps dans l'adaptation. Et enfin, dernière raison qui peut bloquer votre adaptation et qui n'est pas vraiment votre fait pour le coup par rapport aux 7 autres, c'est que vous n'êtes pas encore flexible métaboliquement. Il y a certaines personnes, j'en ai eu parfois en coaching, vous pouvez leur mettre la diète la plus au carré qui soit, vous pouvez essayer de faire toutes les modifications que vous voulez sur les protéines, sur les trucs, les machins, les quantités de gras qui sont à 200 grammes de matière grasse, qui font tout bien. Et pourtant, ils ont une cétodémie qui est bloquée à 0,3, 0,4 et c'est à s'arracher les cheveux. Mais dans ces cas-là, en fait, c'est plus une histoire de diète. On est sur un problème métabolique plus profond. C'est soit qu'il y a trop d'inflammation, soit qu'il y a un dysfonctionnement mitochondrial, soit qu'il y a vraiment un dérèglement hormonal et en fait, la plupart du temps, c'est les trois, parce qu'en fait ils sont liés les uns aux autres. Si vous avez des mitochondries qui dysfonctionnent, vous allez forcément avoir de l'inflammation et vous allez forcément avoir un dérèglement hormonal parce qu'il y a beaucoup d'hormones dont la production est régulée par l'activité des mitochondries. La testostérone par exemple. Donc si vous êtes dans ce cas-là, c'est-à-dire que si vous n'avez coché aucune des 7 autres raisons, il y a de fortes chances que vous soyez dans cette rubrique-là et dans ce cas-là, il faut que vous essayiez de comprendre où est ma source d'inflammation. Est-ce que moi, j'ai de l'inflammation dans les intestins? Est-ce que j'ai une maladie auto-immune? J'ai des mitochondries qui dysfonctionnent? Il n'y a pas vraiment de test qu'on peut prendre pour voir si les mitochondries dysfonctionnent, mais en général, vous le savez, justement par rapport à votre métabolisme. Et si vous pensez que vous avez un problème au degré mitochondrial, vous pouvez lire des choses, vous pouvez apprendre des choses là-dessus, vous pouvez vous inscrire à mon cours métabolisme parce qu'on parle énormément de mitochondries. Si vous voulez me rejoindre dans ce cours, j'ai fait une vidéo pour expliquer de quoi il s'agissait, comment on peut s'inscrire, etc. Si vous vous inscrivez maintenant, globalement il n'y a eu qu'un cours de passé, il est encore en replay donc vous n'aurez rien loupé. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par mon cours, vous pouvez acheter des livres, vous pouvez apprendre. Si vous savez exactement d'où vient votre source d'inflammation, quel est l'organe qui dysfonctionne, là
il va falloir travailler sur celui-là, travailler sur le sommeil, puisque ça va être votre outil principal pour ça. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est vraiment le cas de figure le plus compliqué, c'est celui où il va falloir avoir le plus de diligence, et c'est celui où il va falloir travailler sur vous et sur votre santé, et aller en profondeur sur les raisons qui peuvent vous bloquer. Et c'est vrai que c'est le cas le plus compliqué parce que on voit des personnes qui sont un peu saoulées parce qu'elles font tout bien sur le plan alimentaire, mais en fait là il faut aller voir plus loin que le plan alimentaire, il faut aller sur le plan cellulaire, sur le plan hormonal, sur le plan des mitochondries pour comprendre. Si jamais il y a un de ces axes qui vous pose question, ou que vous soupçonnez que c'est autre chose qui bloque votre adaptation, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires pour qu'on en discute. Il y a toujours beaucoup plus de gens que ce qu'on pense qui lisent les commentaires. Donc quand quelqu'un dit quelque chose, souvent il y a plusieurs personnes derrière que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à partager aussi ce qui vous bloque, quel est l'axe qui est le plus dur pour vous, ou qu'est-ce que vous avez trouvé comme solution, qu'est-ce qui a marché pour vous. Voilà, toutes ces choses-là peuvent être intéressantes pour les personnes qui verront cette vidéo plus tard et qui liront, ou même au moment. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sucré, vous êtes bien trop brutal. Sucré.